Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler plutôt auto-édition, vie d'auteur, puisque je vais vous parler de comment vivre de l'écriture et comment sécuriser son projet pour que ce soit un projet viable, pour que ce soit possible sur du long terme. La première chose à dire, c'est que il faut distinguer, je pense, vivre de l'écriture quand on est auteur publié en maison d'édition et vivre de l'écriture quand on est en auto-édition. Je pense que quand on est en maison d'édition, et je vais pas m'attarder sur le sujet parce que vous le savez, c'est pas mon domaine, mais quand on est en maison d'édition, on a beaucoup moins de flexibilité, de possibilités. En tout cas, si on ne veut être publié qu'en maison d'édition. Parce qu'on est limité par le nombre de publications, on est limité par le choix de la maison d'édition, choix de couverture, choix de résumé, choix du prix du livre, etc. Choix de distribution, c'est la maison d'édition qui décide. Alors évidemment, si on veut publier plus de livres, alors on peut faire appel à plusieurs maisons d'édition. Là aussi ce n'est pas forcément évident puisqu'il y a de petites maisons d'édition, de moyennes maisons d'édition, parfois qui n'auront pas un gros budget pour faire de la promotion, donc ça peut être un petit peu limite. Il faut aussi pouvoir travailler avec plusieurs maisons d'édition, pouvoir publier plus de livres, enfin bref. Vivre de l'écriture quand on est en maison d'édition, ce n'est pas impossible, je pense, mais c'est relativement rare au sens où ceux qui en vivent, en tout cas ceux qui en vivent correctement, j'entends, c'est plutôt ceux qui marchent vraiment bien, ceux qui sont en tête d'affiche, ceux qui sont dans les grosses maisons d'édition, ceux que finalement on met en avant. Quand on débute, quand on en est à ses premiers romans, si on passe par de petites ou de moyennes maisons d'édition, ça peut être plus compliqué. Attention, je ne dis pas que c'est impossible encore une fois, ça peut être possible, mais c'est peut-être plus compliqué parce que on ne décide pas. Voilà, on ne décide pas de tout et on est vraiment dépendant de la maison d'édition. Le deuxième cas, c'est évidemment l'auto-édition, donc être auteur indépendant. Là, c'est possible d'en vivre. C'est plus que possible même. Attention, je vais quand même nuancer, je vais quand même mettre en garde, parce que ces dernières années, on a vu beaucoup d'auteurs qui ont vanté l'auto-édition, à juste titre, puisque je suis moi-même une auteure indépendante, donc c'est parce que je pense que l'auto-édition a plein d'avantages et que c'est vraiment une bonne voie, mais c'est pas la voie miracle. C'est pas parce qu'on est en auto-édition qu'on va vivre de l'écriture absolument. C'est pas parce qu'on est en auto-édition que nos livres vont mieux marcher, qu'on va avoir plus de succès ou qu'on va gagner plus d'argent. C'est possible, encore une fois, mais c'est pas automatique, c'est pas obligatoire. La preuve, je pense que si vous prenez un panel de, 10, 15, 20, 30 ou même 100 auteurs indépendants, combien vivent vraiment décemment de l'auto-édition, c'est-à-dire combien ont un vrai salaire qui leur permet d'en vivre correctement, sans se serrer la ceinture, sans compter chaque centime, c'est-à-dire avoir un salaire et avoir un peu de sous de côté, et en vivre correctement. En gros, il y a ceux qui ne gagnent pas assez pour pouvoir en vivre, et qui ont souvent un travail du coup à côté, ou alors qui sont aidés par Pôle emploi, le chômage, un conjoint qui a un bon salaire, bref, ou une autre situation. Il y a ceux qui en vivent vraiment tout juste, c'est-à-dire qui comptent chaque centime, ils arrivent à se dégager peut-être un salaire minimum, mais c'est pas non plus de quoi souffler. Après, il y a ceux qui en vivent correctement, c'est-à-dire au-delà de ça, qui ont un vrai salaire et qui peuvent se permettre d'en vivre correctement et qui peuvent même mettre de l'argent de côté ou se faire plaisir. Et après, il y a au-delà de ça ceux qui gagnent vraiment extrêmement bien leur vie. Et en fait, je pense que vous l'avez compris, la plus grande majorité des auteurs se trouvent dans la catégorie du bas, c'est-à-dire ceux qui n'en vivent pas. Ensuite, il y a une petite partie qui sont au niveau du salaire minimum. Ensuite, il y a encore une autre plus petite partie qui en vit correctement, voire même très bien. Et après, les cas encore plus rares, c'est ceux qui dégagent vraiment un salaire exceptionnel. Surtout en France, c'est encore beaucoup plus rare. Aux États-Unis, c'est plus répandu, mais en France, c'est encore très rare. Et le fait est que, oui, c'est possible d'en vivre. Oui, c'est possible de vivre très très correctement, d'avoir un bon salaire, comme si on était finalement employé dans une bonne société, etc. Donc on peut vivre de l'auto-édition, mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, c'est de l'investissement, c'est de l'indépendance, donc il faut s'auto-gérer tout le temps, il faut tout gérer, il faut tout décider, tout prendre en main, on est chef d'entreprise, et en plus on a la pression, en tout cas quand on vit de l'écriture, on a la pression du salaire, parce que si ça marche pas, si on s'arrête de travailler, si on est fatigué, si y a un livre qui marche moins bien ou autre, eh bien ça peut flancher. Et c'est notre vie derrière qui en pâtit, puisque il faut bien manger, il faut bien payer ses charges, il faut rembourser son prêt ou payer son loyer, enfin bref. Quand c'est son salaire principal, forcément il y a une pression supplémentaire, donc l'auto-édition c'est bien,
mais il faut tout prendre en compte, il faut y réfléchir avant de se lancer. La vérité, c'est qu'il faut travailler. À un moment donné, au bout d'un certain temps, ça peut être un peu plus facile, je vous l'accorde. C'est plus difficile au début, on rame pas mal. Petit à petit, c'est plus facile, notamment parce qu'on est plus à l'aise, parce qu'on a des automatismes, parce qu'on a de la trésorerie, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place et qui font que c'est peut-être un peu plus facile et qu'on peut relâcher la pression. Mais c'est quand même du boulot. On peut pas se dire, bon bah là, pendant 2 mois, j'ai pas envie de bosser, je m'arrête. Non, ça marche pas comme ça. Donc pour moi, il y a vraiment des points clés, et notamment la préparation. C'est-à-dire qu'on prépare son projet. Vous le savez, si vous êtes là depuis un moment, j'étais prof des écoles, donc je l'ai été pendant 7 ans, et j'ai commencé à écrire et à publier des livres en parallèle de mon métier de professeur des écoles. Ce qui veut dire que, pendant un temps, j'avais évidemment mon salaire de prof, qui était celui qui me permettait de vivre, et à côté de ça, j'avais donc les revenus de mes livres. Bon, vous vous doutez bien qu'au début, quand j'avais 1 livre, 2 livres, les revenus n'étaient pas du tout exceptionnels, c'était minime, mais bon, à ce moment-là, de toute manière, je voulais pas spécialement en vivre. D'ailleurs, c'était pas dans mon objectif c'était d'être prof parce que j'adorais mon boulot, et les livres c'était en plus, c'était une passion, un truc que j'avais eu envie de faire et que j'avais fait, et j'étais très contente d'avoir publié mes livres. J'avais pas dans l'objectif du tout d'en vivre, vraiment de devenir écrivain. D'ailleurs, je ne me voyais pas à ce moment-là comme une auteure professionnelle ou semi-professionnelle, je publiais des livres, mais au début j'en parlais même pas. En tout cas, dans ma vie perso, je parle pas sur internet, mais dans ma vie privée, j'ai mis longtemps avant d'en parler. Et puis petit à petit, au fil des publications, l'envie est arrivée. Ça m'a titillé de me dire « Ah tiens, peut-être que... » Et surtout, ça devenait compliqué au bout d'un moment, quand on commence à avoir pas mal de livres, de tout gérer. Parce que quoi qu'on pense du métier de professeur des écoles, c'est un métier très prenant, très fatigant, qui prend énormément de temps, c'est-à-dire que je ramenais tout le temps du travail à la maison. Et à côté de ça, il fallait aussi que je gère mes livres, donc que ce soit l'écriture, les relectures, les corrections, la publication, la promotion, puis plus j'avais de livres, plus j'avais de boulot. En parallèle, j'avais déjà commencé les services pour les auteurs, j'avais aussi commencé à partager des articles. Dans la foulée, au bout de peut-être 2 ans, j'ai lancé la chaîne YouTube, donc bref, il y a plein de choses qui sont venues se greffer au métier d'auteur et qui étaient plus tournées vers les écrivains, c'est-à-dire du conseil. Et donc, finalement, je me suis retrouvée à faire des semaines hallucinantes parce que j'avais beaucoup de choses à gérer. Et au bout d'un moment, ce que je faisais à côté de l'école prenait évidemment beaucoup de temps, mais m'a donné envie de ne faire que ça. Donc j'ai vraiment commencé à me poser la question 2 ans après avoir publié mon premier roman. Je crois qu'à cette époque-là, je devais avoir 5 romans publiés, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête maintenant ou pas ? En sachant que mon 5e roman, qui est donc un souffle de vie, a très bien marché. De mes 5 premiers romans, c'est celui qui a vraiment explosé, il a cartonné, il est resté 1 an dans le top 100 Kindle, le général. Donc vraiment, il a très bien marché. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oula, je peux vraiment en dégager un vrai salaire, je peux peut-être en vivre, je fais beaucoup de choses à côté, est-ce que ce serait pas le moment ? Comme je suis quand même quelqu'un de réfléchi, qui aime bien prévoir, etc., et comme j'étais quand même fonctionnaire à vie, ce qui est pas rien, c'est-à-dire que j'avais un emploi à vie, j'avais quand même travaillé dur pour avoir un concours, j'avais un boulot que j'adorais, vraiment j'adorais être professeur des écoles, je me suis dit je me laisse 1 an. 1 an de plus, pendant cette année-là, je prends la décision, et à la fin de l'année on verra ce que je fais. Pendant cette année, j'ai quand même tenté autre chose. J'ai demandé une disponibilité, c'est-à-dire la possibilité de quitter l'éducation nationale de manière temporaire pour plusieurs années, mais avec la possibilité d'y revenir si je le souhaitais. Ce qui m'a été refusé, parce que dans mon académie, malheureusement, on refusait tout. J'ai essayé le temps partiel, même chose, ça a été refusé. Donc, je n'avais pas le choix. C'était soit je restais à temps plein, comme avant, et donc je continuais sur le même rythme, soit je démissionnais. J'avais pas le choix, c'était l'un ou l'autre. Et finalement, au cours de l'année, très rapidement, je me suis rendu compte que non, j'avais pris ma décision et je voulais démissionner. Je voulais vraiment vivre de l'écriture et développer cette activité-là, que je ne pouvais plus de toute manière tout cumuler, et qu'à choisir, je préférais me diriger vers l'écriture que rester dans mon boulot de prof. Et donc j'ai lancé les démarches, parce que ça prend un petit peu de temps, j'ai lancé les démarches pendant l'année pour pouvoir quitter le métier de professeur des écoles à la fin de l'année scolaire, parce qu'évidemment on doit attendre la fin de l'année scolaire. Ce qui fait qu'en 2020, 3 ans après avoir publié mon premier roman, j'ai démissionné officiellement pour devenir auteur à temps plein. Mais j'y ai réfléchi, comme vous le voyez. Alors déjà parce que évidemment j'avais un emploi de fonctionnaire, donc c'est pas rien, parce que j'aimais aussi mon boulot, c'est peut-être plus facile quand on a un CDD, voire un CDI qu'on n'aime pas trop,
un boulot alimentaire ou autre, je pense que c'est peut-être plus facile, entre guillemets, hein, de prendre la décision. J'avais mis de l'argent de côté, ça c'est très important, donc j'avais un budget de côté, un bon budget de côté, qui me permettait de voir venir si jamais ça marchait pas, ou moins bien, s'il y avait des coups de mou. On avait aussi fait le choix de déménager avant, puisqu'avant on vivait dans mon appartement, dont j'étais propriétaire, et on a décidé d'acheter un appartement à 2, un appartement plus grand, donc on a fait toutes les démarches, le prêt, etc. pendant que j'étais fonctionnaire, parce que vous vous doutez bien qu'un dossier avec un fonctionnaire passe beaucoup mieux qu'un dossier de chef d'entreprise, de micro-entrepreneur. Donc on avait déménagé, etc. On avait fait toutes les démarches avant. Bref, j'ai vraiment préparé mon projet. J'y ai réfléchi, j'ai pas tout quitté sur un coup de tête. Ce qui a fait aussi que j'étais plus sereine. Je savais, et c'était le plus important, que j'avais des sous de côté, que j'allais pas me retrouver ric-rac avec rien du tout du jour au lendemain. Mes livres marchaient bien, j'étais pas en panne ou quoi que ce soit, j'avais plein d'autres idées de livres, enfin bref, tout allait bien. Je ne l'aurais pas fait si toutes les conditions n'étaient peut-être pas remplies à ce moment-là. J'aurais peut-être attendu 1 an de plus ou 2 ans de plus, qui sait. Il faut pas non plus se précipiter. On peut en avoir envie, mais je pense que pour le vivre sereinement, il faut préparer son projet. Parce que comme je l'ai dit, quand les livres deviennent votre salaire principal, c'est plus la même histoire. Avant, j'avais mon salaire de prof. Et les livres, c'était le plus, c'était le bonus. Donc j'avais aucune pression à ce niveau-là. Que mes livres marchent ou marchent pas, c'était cool si ça marchait, j'en étais contente, etc. Mais en soi, ça n'avait pas d'impact derrière. Alors que, une fois qu'on devient auteur à temps plein et que vraiment c'est notre métier principal, là il y a un impact, parce que si ça marche pas, on n'a plus de salaire. C'est pour ça que personnellement, j'avais vraiment pris le temps de mettre de l'argent de côté pour pouvoir voir venir et être sûre que je serais sereine si jamais il y avait un couac aussi, parce qu'on peut avoir un couac dans la vie de tous les jours, si ça marchait moins bien, s'il y avait n'importe quel problème. Il faut aussi s'assurer que c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que entre avoir l'idée de et y être vraiment, c'est pas tout à fait la même chose. Personnellement, ce que j'avais pas anticipé, c'est que j'allais pas super bien vivre le fait d'être seule à la maison tout le temps. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez réservé, je suis solitaire, et dans l'idée, ça me dérangeait pas. De me dire, je vais plus aller à l'école tous les jours, voir des collègues, voir les enfants, etc. J'avais quand même un métier où j'étais dans le contact en permanence, puisque toute la journée, j'étais avec une classe de 30 gamins, donc forcément, j'étais pas seule. Et là, je me suis retrouvée du jour au lendemain seule à la maison. Alors, la première année, ça m'a pas trop dérangée. J'étais tellement à fond dans mon truc, j'étais tellement contente qu'il y avait pas de souci. Et la deuxième année, ça a commencé à peser sur mon moral, parce que d'un coup, je me suis dit, oui, quand même, je vois plus personne. Je veux dire, il y a plus de collègues avec qui parler la journée, c'est pas la même chose que parler en ligne. Je me prépare plus le matin, moi j'adorais conduire par exemple, ça me dérangeait pas de prendre ma voiture. Bon alors les bouchons ne me manquent pas. Mais se préparer, prendre sa voiture, aller travailler, c'est quelque chose qui me manque, bizarrement, parce que maintenant, le matin j'enfile des fringues confortables, et puis je monte à mon bureau. C'est pas la même chose. Je suis tout le temps en fait dans mon appartement. Au bout d'un moment, j'en suis venue à me dire, putain mais j'en peux plus de cet appartement, alors que on l'avait acheté pas longtemps avant. Mais d'y être vraiment tout le temps, on n'a pas de coupure. Le travail et le perso, c'est au même endroit. Même si j'ai un bureau, c'est quand même au même endroit. Donc c'est quand même assez pesant. Et ce côté psychologique, on va dire, ce côté moral, je l'avais pas anticipé. Vraiment, je pensais que de tous les points négatifs qu'il pourrait y avoir, ce point-là ne me dérangerait pas. Eh bien finalement, si. Et encore, heureusement que j'ai un compagnon, que je vis pas seule, complètement seule, c'est-à-dire que il rentre le soir, il est là le week-end, j'ai ma chienne aussi, donc il y a quand même, je suis pas seule tout le temps, mais les journées peuvent être un petit peu longues, surtout dans des périodes où on a un peu moins le moral, voilà, l'hiver, vous savez, quand il fait un peu moins beau et tout, quand il fait beau, je sors avec ma chienne, je vais me promener, j'essaye de prendre l'air, mais quand il fait gris, quand il fait froid, quand c'est l'hiver, il fait nuit tôt, etc., le moral, il est un peu moins là. Bref, il faut essayer d'anticiper tous les aspects de la vie d'auto-entrepreneur, de chef d'entreprise, d'auteur indépendant à la maison. Je pense que déjà c'est aussi différent si on a par exemple un compagnon qui a des horaires décalés, s'il peut être là parfois dans la journée, si on a des enfants, si on fait d'autres activités. À un moment donné, j'avais voulu moi soit aller dans une association, soit faire des choses à côté, mais là où j'habite, il n'y a pas non plus des tas de choix, et j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais le fait est qu'il faut trouver des choses à côté quand même pour sortir de cet état de solitude, on va dire. Et dernier point dans préparer son projet, c'est aussi s'assurer que à ce moment-là, les livres dégagent déjà un revenu correct.
qu'on a déjà assez de livres qui tournent, qu'on est déjà opérationnel, c'est-à-dire qu'on sait bien gérer ses livres, sa promotion, etc., qu'on a une communauté, pour ne pas partir de zéro. Au-delà d'avoir un peu d'argent de côté, il faut aussi avoir préparé sa communauté. S'assurer que quand on se lancera, on aura déjà des livres qui tournent, on aura déjà des revenus fixes, on aura déjà une communauté qui nous suit et qui sera là quand on sortira un nouveau livre. Partir de zéro tout de suite, c'est-à-dire par exemple se dire c'est bon, j'ai des sous de côté et au moment où je publie mon premier livre, je vis de l'écriture et je quitte mon job. Honnêtement, je vous le déconseille. Moi, je vous conseille d'avoir quelques livres qui tournent déjà avant de vous lancer. Au moment où moi, j'ai pris la décision et que j'ai démissionné, j'en avais 5 qui tournaient. J'allais publier le 6e. Je l'aurais pas fait honnêtement si j'étais à 1 ou 2 livres. Bon, comme je vous l'ai dit, c'était pas mon objectif, mais quoi qu'il en soit, je l'aurais pas fait plus tôt. Parce qu'avec 5 livres, j'avais déjà de bons revenus, surtout que le 5e marchait bien, et donc je me sentais plus sereine. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est à la maison, il faut penser organisation. Parce que on peut vite tomber dans « Ouh, je suis à la maison, oh là là, je me la coule douce et je suis tranquille », un peu comme quand on est en vacances. Sauf que non. On est chef d'entreprise. À partir du moment où on a quitté son job et où on se met à travailler chez soi, il faut travailler chez soi. On n'est pas juste chez soi. Et c'est pas forcément évident de faire cette distinction entre avant, ou quand on rentrait à la maison, c'était la détente puisqu'on avait fini le travail, et non, maintenant t'es à la maison mais tu bosses quand même. Alors il y a des possibilités, c'est d'aller travailler dans des cafés, c'est d'aller dans des espaces de coworking. À un moment donné, j'avais cherché ça aussi, puisque je me disais que ça me permettrait de voir du monde. Malheureusement, il n'y a rien qui est vraiment proche de chez moi, et c'est pas du tout pratique pour y aller, pour se garer, etc. Donc j'avais laissé tomber l'idée. Mais bon, il peut y avoir des solutions, pas tout le temps, pas forcément tous les jours. Vous pouvez aussi louer un bureau, pourquoi pas, mais bon, c'est un sacré budget. Le fait est que la plupart du temps, vous serez à la maison, et donc il faut bien se dire que vous êtes à la maison. Et là, c'est à vous de voir si vous vous mettez des horaires type de bureau ou pas, ou si vous y allez un petit peu plus tranquille. Le risque, c'est de procrastiner, de rien faire, de repousser, de faire autre chose, de sortir ou de voir des amis ou autre, et finalement de pas assez travailler. Et le fait est que tout repose sur vos épaules, donc si vous ne travaillez pas, si vous ne vous investissez pas, ça marchera pas. Vous n'aurez pas de revenus. À l'inverse, le risque, c'est aussi de trop travailler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la première année, on va dire pendant 1 an et demi. J'ai travaillé comme une dingue, comme une acharnée. C'est-à-dire que c'était la journée, mais c'était aussi le soir. Je finissais mes journées à mon bureau tard, et en plus j'amenais mon ordinateur en bas dans le salon, donc le soir je travaillais les week-ends. Vraiment, je faisais des semaines hallucinantes. Et ça a payé, parce que j'ai bien avancé, j'ai lancé plein de choses, etc. J'ai fait une bonne année 2021. Mais je me suis rendu compte en fin d'année que c'est pas ce que je voulais. J'avais pas quitté mon boulot de prof, que je cumulais à côté de mon boulot d'auteur, etc., pour travailler tout autant, voire plus. Le but, c'était aussi de souffler, de travailler de chez moi, d'avoir mon propre rythme. Oui, de vivre de l'écriture, mais pas de devenir une dingue de boulot et de faire que ça soir et week-end. Donc en 2022, j'ai pris des décisions de plus travailler le week-end, et de plus travailler le soir, sauf occasionnellement, si vraiment j'ai envie de prendre mon ordi portable, notamment pour écrire. Ça, pour écrire, vraiment, j'ai pas de limite, c'est quand je veux. Donc si j'ai envie d'écrire le soir, y a pas de souci. Mais quand je vous dis travailler, c'était aussi faire des publications pour les réseaux, écrire des newsletters, des articles ou autres, voilà. Ça, non, c'était niette. Donc j'ai décidé de plus le faire le soir. À un moment donné, je m'étais fixé 18 heures comme horaire maximum au bureau, et plus de travailler le week-end. Et franchement, j'ai passé une année beaucoup plus cool. Attention, quand je dis cool, c'est au sens où j'ai travaillé moins d'heures, mais par contre j'ai été vachement plus efficace. Parce que j'ai sorti les formations en parallèle. Donc j'ai sorti 5 formations en 2022, j'ai continué les newsletters, j'ai continué le podcast, j'ai laissé tomber la chaîne YouTube, vous le savez, parce que j'avais plus du tout envie de le faire, donc j'ai arrêté de me forcer. J'ai publié des livres, bref, ça a été une bonne année. D'ailleurs, mes revenus ont augmenté. Mais donc j'ai travaillé moins au sens où j'ai pas travaillé les week-ends ou les soirs, sauf exceptionnellement, ça m'est arrivé. Je dis pas que ça m'est pas arrivé, notamment quand j'allais sortir des formations ou quoi, des fois le week-end ça m'arrivait de monter à l'ordinateur pour finaliser des petites choses, mais c'était pas tout le temps, voilà, c'était vraiment occasionnel. Si j'avais besoin, parce que j'étais un peu à la bourre sur un truc, je le faisais, mais c'était pas tout le temps. Donc j'avais un rythme de travail plus cool au sens où je faisais moins d'heures, mais par contre les heures elles étaient vraiment efficaces, c'est-à-dire que je bossais à fond, et j'ai été super efficace sur mon travail. Il m'est arrivé de travailler aussi sur le temps du déjeuner le midi, c'est-à-dire de manger devant mon ordi par exemple pour continuer à bosser, bien sûr. Parce que quand on fait plein d'activités comme moi, forcément à un moment donné, ça déborde un peu.
mais je suis quand même très contente de l'année puisque j'ai réussi à trouver un équilibre que je n'avais pas en 2021. 2021, comme je l'ai dit à mon compagnon quand on en a discuté, c'est que c'était l'année du test, forcément, où j'ai vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, et du coup j'ai pu rectifier le tir en 2022, prendre les bonnes décisions pour pouvoir continuer sur le long terme, parce que pour moi, m'échiner à la tâche et travailler journée, soir et week-end, tout le temps, c'est pas la vie que je voulais. C'est pas ce que je souhaite. Même si j'adore ce que je fais, il faut aussi souffler. Il faut souffler, parce que le burn-out ça peut arriver très vite, parce que la dépression aussi, parce que déjà qu'on travaille seul à la maison, etc., si en plus on le fait soir et week-end, c'est plus possible. Donc en 2022, je suis contente d'avoir trouvé un meilleur équilibre et d'avoir été tout autant efficace. Alors j'ai sorti un livre en moins, c'est vrai, mais j'ai sorti des formations en plus. Donc bon, l'un dans l'autre, j'ai quand même beaucoup bossé. Donc il faut trouver son organisation. Il va y avoir des tests, il va y avoir des ratés, il va y avoir des périodes plus difficiles que d'autres, mais il faut trouver l'organisation qui nous convient. Et après, il faut perdurer. Donc le fait de trouver son organisation, déjà ça aide à perdurer évidemment. Le fait d'avoir réfléchi à son projet, d'avoir anticipé et préparé son projet, ça aide aussi à perdurer. Ce qui aide à perdurer, c'est évidemment d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être difficile. De réussir à trouver un équilibre entre vie perso et vie pro. Il faut continuer de se former, de faire des recherches, de se renseigner pour pouvoir évoluer, progresser, s'améliorer. Il faut aussi publier souvent. On peut pas publier une seule fois par an si on veut vivre de l'écriture. C'est trop peu. Honnêtement, moi je peux m'en sortir en publiant 2 fois par an. Idéalement, c'est au moins 3 voire 4 fois par an. 4 fois ce serait top. En 2021, j'ai publié 3 fois, en 2022, j'ai publié 2 fois. Bon, le fait est que en 2022, le 2e livre que j'ai publié a vraiment cartonné. Mais bon, je l'ai publié en toute fin d'année, donc finalement, ça a pas fait un gros changement sur mon année 2022. Mais c'est vrai qu'il a extrêmement bien marché, il a vraiment cartonné. Donc ça joue aussi. Il y a des livres qui vont mieux marcher que d'autres. Il y a des livres qui vont cartonner et qui vont rester dans le top 100 et qui vont vraiment augmenter vos revenus de manière impressionnante. Et il y en a d'autres qui vont moins marcher. Bon c'est le jeu aussi. Il faut savoir aussi que les vieux livres marchent beaucoup moins bien. Alors de sortir des nouveaux livres, ça vous aide à relancer un petit peu les anciens, puisqu'il y a des personnes qui vont vous découvrir. Mais bon, plus les années passent et plus les anciens livres se font un petit peu oublier. C'est normal aussi. Donc il faut pas se dire qu'à chaque fois que vous allez sortir un nouveau livre, vous allez avoir d'autant plus de revenus, c'est-à-dire que ça va pas augmenter à chaque nouveau livre. Ça va augmenter si vraiment il marche très bien, mais comme les anciens livres s'essoufflent, finalement ça compense. Donc c'est pas parce qu'on publie à chaque fois un nouveau livre que les revenus vont augmenter. Ça, il faut le prendre en compte. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire, utile ou quoi que ce soit de publier un livre par mois ou un livre tous les 2 mois. Il y a des gens qui publient un livre par mois ou tous les 2 mois et qui gagnent moins que moi. Et pourtant, moi, je publie 2, voire 3 fois par an. Et 3 fois par an, c'était vraiment une exception. J'avais carburé pour pouvoir publier le 3e. Mais en général, c'est plutôt 2 fois par an. Donc il faut trouver son rythme, il faut voir ce qui nous convient. Il faut pas non plus se focaliser sur ce que font les autres en disant là, si je veux en vivre, faut absolument que je publie un livre par mois ou un livre tous les 2 mois, sinon j'arriverai pas à en vivre. Non, on peut en vivre sans non plus se tuer à la tâche. Et donc, du coup, pour compenser, vous pouvez aussi diversifier vos revenus. Diversifier vos revenus, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des revenus qui viennent d'autre chose que des livres. Alors déjà, vous pouvez évidemment publier vos livres à divers endroits. Donc par exemple, ne pas publier que chez Amazon, ou alors du coup faire des inscriptions comme AKDP Select ou autre. Vous pouvez essayer de publier en livre audio ou de traduire vos livres. Vous pouvez essayer de contacter des librairies, vous pouvez faire des salons ou des séances de dédicaces. Donc tout ça, c'est pour diversifier les revenus. Et si vraiment vous avez envie d'aller au-delà, vous pouvez évidemment vous diriger vers des services, vers du coaching, vers une autre activité, pourquoi pas, qui n'a rien à voir avec ce que vous faites maintenant. Bref, essayez de diversifier pour pas mettre tous vos œufs dans le même panier finalement. Pour être honnête, moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Pour moi, je vivais de mes livres, je vivais bien de mes livres, j'avais un bon salaire, mes livres marchaient bien, donc du coup, ça a jamais été dans mes objectifs de diversifier. Les salons, dédicaces, etc., ça ne m'intéresse pas. Faire traduire, pourquoi pas un jour, mais là, pour le moment, je m'en sens pas capable, j'en ai pas envie, j'ai pas envie de gérer ça. Les livres audio, c'est arrivé, et tant mieux, donc du coup, j'ai dit oui, banco, mais finalement, c'est pas moi qui gère, donc c'est bon, ça me convient. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu fais les formations, les services, etc. Oui, mais je l'ai pas fait pour avoir des revenus supplémentaires. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. C'est-à-dire que depuis 2017, je proposais du contenu gratuit, via les articles, et puis petit à petit via la chaîne YouTube, le podcast, la newsletter, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, comme je l'ai déjà dit plein de fois, rêve d'auteur,
me prend un temps fou, beaucoup plus que mes livres. 80% de mon temps, c'est rêve d'auteur. Et en y réfléchissant, je me suis dit que il fallait à un moment donné que ça me rapporte quelque chose aussi, parce que ça me prend tellement de temps, qui empiète du coup sur mes propres romans, qu'il faut aussi qu'il y ait des revenus de ce côté-là. Parce que si je passe moins de temps sur mes livres, il faut quand même que ce qui me prend le plus de temps me rapporte un petit quelque chose. Et les formations, ça a été quelque chose d'assez simple, puisque en tant que professeur, forcément, les formations, j'adore enseigner, j'adore transmettre. Je le faisais déjà à différentes échelles, via la chaîne YouTube, le podcast, les articles ou autres. Là, c'était un autre format, le format formation, et qui rejoignait beaucoup plus que moi je faisais avant en tant que professeur. Donc c'était presque logique d'en arriver aux formations. Et pour tout vous dire, à la base, j'avais décidé de lancer des formations en 2021. Mais c'était déjà une année très très chargée, comme je vous l'ai dit, je bossais déjà comme une folle, donc j'avais retardé l'échéance et j'avais décidé de me lancer qu'en 2022. Et donc je me suis lancée en mars. Mais c'est vrai que c'était une idée qui me travaillait depuis un petit moment, parce que le côté, même si c'est pas tout à fait la même chose, c'est même loin d'être la même chose, mais le côté enseignement me manquait beaucoup. Et donc je me suis dit, je vais lancer les formations, ça va un petit peu combiner les deux. Quant aux services, les services, honnêtement, ça me rapporte pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous, déjà parce que j'en prends pas beaucoup, sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps, et par rapport à ce que je fais payer, c'est quelque chose qui me prend du temps et qui me rapporte pas grand-chose. C'est quelque chose que j'ai commencé très tôt, je crois que j'ai commencé quelques mois après avoir publié mon premier livre, et je l'ai fait pendant un moment, après j'avais arrêté parce que du coup j'avais plus le temps, et j'ai repris parce que j'avais plus de compétences, j'avais plus de recul, j'avais plus d'expérience, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de reprendre. J'en avais envie à ce moment-là, mais si vous voyez mes tarifs, vous voyez bien que ça me rapporte pas grand-chose. C'est pas énorme du tout, dans mes revenus, c'est un grain de sable, quoi, c'est vraiment rien du tout. Et finalement, je le fais plus pour les autres que pour moi. Alors je le fais pour moi parce que j'aime bien sûr. Lire un livre et donner des conseils, c'est vraiment génial. Mais en soi, j'en prends très peu par mois, et parce que j'ai pas le temps, et pas envie d'en faire plus d'ailleurs, et ça me rapporte pas grand chose. Et pour les corrections, alors là encore plus, parce que vraiment les corrections, je me focalise sur mes élèves et les personnes qui ont déjà fait appel à mes services, donc c'est vraiment ma communauté proche, on va dire, et c'est plus pour leur rendre service qu'autre chose, parce que le tarif sont encore très bas, ça me passionne pas de fou, faire de la correction, c'est beaucoup plus barbant et chronophage que la bêta lecture. C'est pour ça d'ailleurs pendant un moment j'en ai plus fait du tout, mais quand on est auteur débutant et qu'on n'a pas de budget, qu'on n'a pas les moyens, je peux comprendre qu'on a envie d'avoir quand même une correction et de pas dépenser un budget illimité. C'est pour ça que j'ai restreint vraiment à mes élèves et aux personnes qui ont déjà fait appel à moi, parce que ce sont des personnes qui en général me font déjà confiance, et je leur propose un service en plus, donc on pourrait dire que c'est presque un service bonus que je fais, c'est plus pour rendre service vraiment que pour moi. Donc on peut dire en quelque sorte que j'ai diversifié mes revenus, mais si je fais le bilan sur l'année 2022, ce que j'ai touché pour les formations et pour les services est vraiment minime par rapport à ce que je touche avec mes livres. Je le répète, ce sont vraiment mes livres qui versent mon salaire, ce sont mes livres qui me rémunèrent, et je ne compte que sur mes livres. Les formations, les services, c'est du bonus. S'il y en a, tant mieux, s'il y en a pas, c'est pas grave. Les formations, c'est aussi très aléatoire. Il y a des mois, par exemple, quand je lance une formation, une nouvelle formation, ou quand je fais une promotion où je vais en vendre pas mal, et il y a des mois où je vais en vendre beaucoup moins parce qu'il n'y a pas de nouvelle actualité, il n'y a rien de nouveau, et donc du coup j'en vends moins. Donc je compte pas sur les formations et je compte pas sur les services, parce que les services, je veux pouvoir ne pas en prendre si j'ai pas envie d'en prendre, si je suis fatiguée, si je suis déjà débordée. Ce que j'ai fait d'ailleurs en fin d'année, fin décembre et début janvier, je n'avais pas pris de service parce que je voulais justement souffler. Donc je ne compte pas sur ces revenus-là, et je préfère compter sur les revenus de mes romans. Mais vous pouvez évidemment diversifier vos revenus. Il faut bien choisir comment, parce que quand on fait des services, quand on fait de la rédaction, de la correction, de la bêta lecture, du coaching ou autre, c'est pas des revenus passifs, c'est vraiment de l'actif, c'est-à-dire qu'il faut être présent, il faut y passer du temps, et donc c'est du temps que vous ne passez pas sur votre autre activité d'auteur. Ça aussi, il faut y penser. Les revenus passifs, c'est le mieux. Par exemple, les formations. Mais là encore, c'est aléatoire, parce que c'est pas tout le temps. Les livres, ça se stabilise quand même quand on en a un certain nombre. Par contre, les formations, bon, peut-être parce que moi j'en ai pas encore énormément, j'en ai que 5, mais du coup, c'est beaucoup moins stable. Donc le but, c'est de réussir à anticiper, on va dire, sur l'avenir, réfléchir à comment on veut développer son activité, être régulier dans la publication, la promotion de ses livres, trouver un bon rythme, un bon équilibre vie pro, vie perso,
pour pas risquer de s'essouffler, pouvoir tenir sur le long terme. Pas se décourager, parce qu'il y aura des moments difficiles, des coups de mou et des baisses de morale. Mais si on a bien préparé son projet, qu'on a trouvé une bonne organisation, dans ce cas-là, on peut durer sur le long terme. Et il faut aussi ne pas hésiter à se remettre en question, à se dire là ça marche, là ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, est-ce que ça je garde ou non, comment est-ce que je peux mieux faire, comment est-ce que je peux prendre plus soin de moi par exemple. Bref, il faut vraiment avoir ce recul pour ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode, il y aurait beaucoup de choses à dire mais il est déjà suffisamment long, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, c'est encore le plus simple. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site rêvedauteur.fr si jamais vous voulez d'autres conseils sur l'écriture, l'auto-édition ou la promotion, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye.